J'ai la passion de peindre. Je n'ai pas celle de Dieu. Maman dit qu'un bébé n'a pas de mémoire. Elle dit que je n'ai pas de père. Mais ça n'existe pas. Dieu crée le ciel. Il crée la terre. Dieu ne crée pas les prisons. Il y a des ouvriers pour ça, qui rentrent chez eux le soir, où des enfants les attendent pour leur montrer des peintures qu'ils font à l'école. Dieu ne crée pas les enfants. Tout enfant a un père. Tout père est un ancien enfant. Dieu crée la mémoire. Dieu ne crée pas les mères. Il ne crée pas les peintres. Je ne suis pas un peintre. J'ai la passion de peindre. Un peintre peut peindre ce que Dieu crée. Moi, je peins le visage de maman. Mon père n'a pas de visage. Tu te racontes des histoires, dit maman. Sur sa table en prison, elle pose un cadre vide. Le verre est sale, rayé. Elle dit que ça n'existe pas, que les bébés ne distinguent pas les cadres vides, qu'ils ne s'aperçoivent pas dans les miroirs. Quand je peins un carré, j'aperçois au travers un carré de ciment. Je ne peins qu'en noir ou en blanc. Il n'y a pas de couleur dans le cadre. Juste le ciment sale du mur de la cellule. Sans parler des voix, de ces cris qui résonnent. Maman dit que non, que même les matonnes ne crient pas, à cause des bébés. Que les femmes savent ça d'instinct. Je lui dis qu'elles savent aussi le nom du père de leur bébé. Chacun sait d'instinct s'il peut peindre ou non. Ce n'est pas une question d'expérience. Barnet me demande de lui parler de ma passion de peindre. Barnet n'a pas la passion de soigner. C'est seulement que son nom commence par docteur. Mon nom ne commence pas par peintre. Mon père n'a pas de nom. Le nom de maman est Gouffre. Marie-Ange Gouffre. Si je porte le nom de maman, je la fais passer pour mon père. Jésus-Marie-Joseph est mon prénom. On dirait une prière. Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. J'ai aussi la passion de la marche. Les gens n'aiment pas quand vous marchez. Maman tourne en rond à la promenade. C'est peut-être pour ça. Quand je croise des hommes qui me regardent, je peux lire dans leurs yeux qu'ils ne sont pas mon père. Des fois, elle ne marche même plus. Elle s'assied contre le mur. Ses yeux sont fixes comme ceux d'une morte. Je ne sais pas dessiner. Je les peins vides pour qu'on puisse voir qu'ils ne regardent rien. Ou peut-être Dieu. La peinture est comme la prière. On ne sait plus ce qu'on sent. Alors on fixe Dieu. Ou on peint. Ou on marche. Mais Dieu ne crée pas la marche. Il crée les yeux vides des prisonnières. Barnet me dit
pas de sortie. Alors j'invente que je veux peindre. Je le veux vraiment, ou alors je m'évade. Les gendarmes aussi ont des enfants. Les gendarmes ont des pères. Barnet a 3 enfants. Je peux les voir sur la pelouse près de l'entrée. Ils jouent à chat. Derrière eux, la barrière se lève pour laisser pénétrer les voitures. Ils courent en riant. Barnet les regarde de la fenêtre de son bureau. Je vois qu'il me regarde les observer. Il me voit regarder la barrière. Il disparaît de la fenêtre. Une infirmière vient derrière moi. Elle dit « Vous regardez les enfants, Jésus, Marie, Joseph ?» Je dis que ce sont les enfants du docteur. Elle me dit d'aller peindre en attendant le dîner. Maman prend le bus à la sortie de la prison. Elle me porte. Je sens ses bras qui tremblent. Un homme descend son sac sur le trottoir. Elle demeure immobile. On dirait qu'elle hésite entre moi et le sac. Je ne peux pas peindre ça. Barnet ne peint pas. Barnet ne marche pas non plus. Barnet soigne ceux qui peignent ou ceux qui marchent. Barnet soigne les passions. Il y a beaucoup de familles qui viennent à la kermesse de l'hôpital. Barnet ouvre le bal avec la mère de ses enfants. Je vais du côté des voitures. Il y a des clés sur le tableau de bord d'une Mercedes. Je m'enferme dans le coffre. J'attends. La voiture roule. Je me réveille. Le moteur s'arrête. Je tente d'ouvrir le coffre de l'intérieur avec le démonte-pneus. Quelqu'un l'ouvre en grand de l'extérieur. C'est une femme, une parente d'un malade. Elle pousse un cri, elle veut me renfermer. Je bloque la serrure avec le démonte-pneus. Je pousse de toutes mes forces avec l'autre main. Elle se réfugie dans un coin du garage. « Toi, tu m'as » dit maman. Tandis que moi, je n'ai personne. Je lève le démonte-pneus au-dessus de ma tête. « Je vous en supplie » dit la femme. On dirait qu'elle s'étouffe. Je lui dis de grimper dans le coffre. Elle obéit. Je claque la porte. Sur les étagères métalliques, il y a des affaires de montagne. Une paire de chaussures est à ma taille. Je prends un sac à dos. Je le remplis d'affaires. Un hamac, une bâche en plastique, des mousquetons, une veste en duvet. Dehors, il fait nuit. Les bêtes ne voient pas la peinture.
parce qu'aucune bête ne peint. Tante Bernadette est la sœur de maman. Un homme rit dans la grange. Tante Bernadette lui demande s'il a soif. « Regarde bien comment je m'y prends, dit l'homme. La prochaine fois, c'est toi qui t'y colles. » Il boit à la bouteille. « Faudrait voir à s'y mettre, les gars, dit-il. Faudrait voir à y aller, maintenant. » Je regarde mes pieds dans les chaussures. Le sac pèse, plein d'affaires. Je prends le premier chemin qui s'enfonce dans la forêt. La nuit tombe. Les chaussures avancent dans le noir. Les chaussures suffisent pour marcher. Quelles sont les choses qui suffisent pour rester immobile ? Le cochon attend dans un petit enclos de planches, au fond de la grange. Il pointe son groin vers le ventre de l'homme. « Le sacré fils de pute !» dit l'homme. « Finissons-en, maintenant !» Puis il répète « Maintenant !» Tout le monde est installé. Le cochon roule des yeux. Maintenant baisse la tête en se frottant les mains l'une contre l'autre. Le cochon fait demi-tour. « Ferme les yeux, dit tante Bernadette à Léa, je te dirai quand tu pourras regarder. » Deux hommes sont aux côtés de maintenant. Ils tiennent chacun un lasso. L'un d'eux marche en se dandinant, les hanches raides. Un mégot luisant de salive pente au coin de sa bouche. Le deuxième homme a une grosse verrue sur la narine gauche. Son pantalon tombe en accordéon sur ses godillots. Il porte un maillot de corps bleu marine qui laisse voir une trace blanche à l'endroit de la bretelle. Il tient ses mains en avant, à hauteur de nombril, comme on porte un cadeau. Le cochon se met à courir dans les coins. « Chopez-le !» dit maintenant. Les deux hommes coincent la tête dans un renfoncement. « Maintenant !» dit maintenant. L'un des hommes tente de passer le lasso au-dessus des oreilles. Le cochon couine. Il balance du groin. « Le sacrifice de pute !» fait maintenant. Le cochon repousse les hommes contre le mur. « Nouez-y, bon Dieu !» crie maintenant. « Nouez-y !» Il enlace le cou du cochon avec son bras. Il tire sur le licol. Le lasso se tend. Il le passe autour de son dos. Les deux hommes entravent les pattes. Il tire vers eux. Maintenant, tire de son côté la corde qui entoure la tête. Les pattes du cochon semblent visser au sol. Les hommes crachent par terre. Maintenant, attache le lasso à un anneau scellé dans le mur. Il vient vers l'animal. Il passe ses deux bras autour de sa panse. Son visage se tourne vers nous, baigné de sueur. Il se redresse en ouvrant la bouche. Il râle, le dos cambré, le cou tendu, les veines saillantes, les yeux au plafond. Le cochon se retourne. Il tombe sur le côté, tout humide, tout rose. Ses pattes s'agitent en tous sens, mélangées aux jambes de maintenant. Les aides détachent le licol. Il lie les quatre pattes ensemble. Maintenant se relève. Il vous fera pour l'année. Parole, dit-il à tante Bernadette, qui lui présente un verre de vin. Le sacré bon Dieu de bougre. Teigneux, avec ça, faut voir comme, dit tante. Pour l'année qu'il vous fera, répète maintenant. Les deux aides fument, assis sur le cochon. Maintenant, vide son verre.
faut lui lever la gueule, dit-il aux deux hommes. Amenez votre bassine, Bernadette. Toi, ferme bien les yeux, dit maman à Léa. Maintenant, met un genou à terre. Il pose le couteau bien à plat sur la cuisse. Tenez-le ferme, dit-il aux deux aides. Le couteau monte dans l'air, horizontal. Je regarde mon sang sur le lino. Il y a un début de visage. Je me demande comment on dessine des yeux pour qu'ils aient l'air de voir. Je trempe un doigt propre dans le sang. Je pose un point au milieu du rond qui figure l'œil gauche. L'œil paraît plus mort qu'auparavant. J'essaie de nettoyer le sang, je ne fais que l'étaler. Le visage disparaît. Je barbouille le lino. Un jet de sang crémeux vient s'écraser sur le fer-blanc de la bassine. Il fume. Le cochon hurle. Les deux hommes se cramponnent. « Ne regarde pas encore !» dis-je à Léa. « Je vois tout !» dit Léa. « Sacré mioche !» dit maintenant. Je peux voir son ventre humide et rond, avec ses poils blancs entre les boutons de sa chemise. Sa peau est griffée. Je regarde son nombril. Il pointe au sommet de son ventre. Je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Lui aussi me regarde. Je saute de ma place. « Jésus, Marie, Joseph !» crie maman. « Vous inquiétez donc pas, dit maintenant. Je l'ai à l'œil, celui-ci. Reviens t'asseoir, dit tante Bernadette. Je trempe un doigt dans la bassine. Je le porte à ma bouche. Pour l'amour du ciel, crie maman. Je tourne la tête vers elle. Je vois ses yeux. Elle porte une main à son front. Le cochon lance son groin contre ma jambe. Je recule pour l'esquiver. Je tombe dans la bassine. Ah! Le cochon! Je vois les yeux de maman qui me regarde à travers le sang. Dans le foyer où nous habitons, il y a une buanderie. Maman s'assied sur une chaise, face à la machine. Elle regarde tourner le linge à travers le hublot. J'essaye de peindre son visage avec 2 hublots à la place des yeux. Je figure le mouvement du linge, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas maman. Maman ne regarde jamais les choses. Elle regarde à travers elle. Je ne sais pas quoi. Le couteau a tué les cochons et posé sur le sol. Je le vois luire à travers le sang. Le sentier débouche dans un pré. J'hésite sur la direction. Une rivière coule en contrebas. Je décide de la suivre jusqu'à la mer. Je demande à maman comment il est possible qu'elle ne connaisse pas mon père. Ne fais pas l'enfant, répond-elle. Le gendarme sort une fiche d'un classeur. Il la lit à voix haute. Il me montre une photo. De longues traces grises barrent mon visage. C'est la télécopie qui fait ça, dit-il. Il me demande si c'est bien moi. Il compose le numéro de l'hôpital. La pièce semble renfermée.
Il demande le directeur. Le combiné du téléphone poisse contre l'oreille. Barnet dit qu'il est heureux de me savoir en bonne santé. Je parle de la Mercedes. Il dit que la femme est en bonne santé, qu'elle ne porte pas plainte. Je demande des nouvelles de maman. Il dit qu'il la prévient tout de suite. Je ne lis pas les journaux, mais je regarde les yeux sur les photographies. Ils font comme des trous vivants. Je passe la nuit en cellule. Il y a une table contre le mur de béton gris. Je me figure le cadre. Je revois le verre, sale, rayé. Cette fois, ma figure est à l'intérieur. C'est ma photo, mais je ne peux pas me reconnaître. La rivière est difficile à suivre. Je dois m'éloigner d'elle très souvent à cause des taillis. Je traverse des champs, je rampe sous des barbelés, des barrières électriques. Barnet a une photo sous verre dans son bureau, un vieil homme avec une canne, les yeux fermés. Barnet dit qu'il s'agit d'un écrivain aveugle. Un écrivain ne peut pas être aveugle. Barnet prétend que si, qu'il connaît même un photographe aveugle. Barnet ment. C'est sûrement la photo de son père. Il ment pour m'empêcher d'y penser. Je peins le visage de maman avec des yeux fermés. Mais ça ne marche pas. Je barre son visage avec des traces. Je salis la peinture avec un jus de gris. Au matin, je trouve une route. Un pont enjambe la rivière. Il y a un village. J'ai faim. Je marche jusqu'à l'église. Je sens l'odeur du pain. Je frappe au carreau du fournil. J'ai 8 francs en poche. Le boulanger me vend pour 8 francs de pain. Sur la place, il y a un plan. La rivière sinue sur plusieurs kilomètres. La route coupe droit dans la forêt avant de rejoindre la rivière. Je fais 3 peintures du visage de maman avec des traces. Toutes les 3 sur la même feuille. J'ajoute des bulles. La première bulle dit Jésus. La seconde, Marie. La troisième, Joseph. C'est parce qu'elle prie. Cette prière dit mon nom sans le nom de mon père, mais pas le nom de Dieu. Maman dit que Dieu est 3 personnes. La première est le père. Maman ne peut pas le voir dans la prison puisque le cadre est vide.
Elle ne regarde pas non plus le Fils, qui est la deuxième personne de... Puisque c'est moi qui la regarde. Regarde-t-elle alors la troisième personne de... qui est l'Esprit? Elle dit que l'Esprit est en chacun de nous. Comment peindre des yeux qui regardent au-dedans de soi? Tout en bas de la feuille, j'écris « Mais pourquoi en prison ?» Maman me montre un papier sur lequel est écrit « Né de père inconnu ». Mon voisin de chambre à l'hôpital mouille un chiffon avec de l'éther. Il se l'applique sur le visage. Il me propose d'essayer. Je regarde ses yeux tout rouges, comme sur une photo au flash. J'ai l'idée de peindre le visage de maman avec des yeux rouges, mais je ne peins qu'en noir ou en blanc. Je marche sur la route pendant une dizaine de kilomètres, jusqu'à ce qu'elle croise de nouveau la rivière. Un panneau indique que la rivière s'appelle Lyre. Sur un autre panneau est inscrit « Nuit sur Lyre, 14 kilomètres ». Je prends par la route pour rejoindre la rivière au village. Le soleil tape fort. Les bretelles du sac écorchent mes épaules. Le macadam chauffe mes pieds. Des ampoules élancent mes talons. Barnet veut que je fasse son portrait. Je ne lui dis pas que je ne suis pas peintre. Je peins seulement le visage de maman pour pouvoir peindre ses yeux. Mais ça ne marche pas. Les ampoules finissent par crever. La chair est à vif, la plante des pieds est très douloureuse. La gourde est vide. J'essaye de peindre le visage de maman en pressant tout le tube de noir sur la feuille. Je mouille un chiffon, je fais comme si je la lavais. À la fin, il y a un mouvement, on dirait un animal qui traverse la feuille, mais ça ne marche pas. On ne peut pas fixer en une seule image un visage qui bouge. Il ne faut pas qu'un visage peint soit plus mort qu'un visage vivant. Au contraire. La langue me colle au palais, j'ai mal à la tête. La route passe près d'une ferme. Un vieillard se tient sur un banc au soleil, les yeux fermés, les deux mains sur sa canne. Un autre gendarme pénètre dans la cellule. Il dit qu'il a un fils de mon âge. Je lui demande si son fils porte le même nom que lui. Il rit, il dit que oui, évidemment. Je lui demande s'il essaye de peindre le visage de sa mère. Il dit qu'il n'aime pas peindre, qu'il dessine comme un cochon. Il rit de nouveau. Je dis qu'on ne peut pas tuer quelqu'un juste en le peignant mal. Il rit une troisième fois. Il dit que j'ai le sens de l'humour. Je dis que je n'ai pas la passion de Dieu, que j'essaye de peindre les yeux de maman, que j'ai la passion de la marche, que peut-être lui, un gendarme, saurait me dire le nom de mon père. Le gendarme me tapote l'épaule. Il dit que sa femme l'attend pour souper. Je m'approche du vieillard.
bouge pas. Les chiens grognent. Ses yeux ne bougent pas non plus. Je dis « Bonjour ». Il ouvre la bouche. Il n'a pas de dents. Il me dit d'aller boire l'eau du puits derrière la grange. Je pose mon sac, je contourne la grange. Les chiens me suivent. Je bois dans mes mains. Je m'asperge le visage. J'enlève mes chaussures. Je me lave les pieds. Les talons sont en sang. Je reviens pieds nus vers le vieillard. Il ouvre les yeux. Il regarde mes pieds. Il demande si j'aime la soupe. Je ne réponds pas. On peint ce qu'on croit voir. Est-ce qu'on peut voir des yeux? Maman ouvre la porte de la salle de bain. Elle voit le sang sur le lino. Elle ne crie pas. Elle court téléphoner. Je ne vois plus rien. Quand on voit des yeux peints, on ne voit que la peinture. Le vieillard me demande où je vais. Je dis que je vais voir la mer. Il dit que quand je la verrai, je voudrais sans doute la traverser. Je dis que j'ai la passion de la marche. Il dit que la terre est ronde. Je dis que comme ça, impossible de se perdre. Il me dit de repasser le voir quand j'en aurai fait le tour. Avant que je reparte, il me tend un couteau. En souvenir, dit-il. Impossible de peindre des yeux qui ne regardent rien, comme les yeux de maman en prison. Barnet dit qu'il faut regarder la réalité en face, qu'il faut voir les choses comme elles sont. Quand je peins les yeux de maman, Barnet les voit comme je les peins. Alors, il me garde à l'hôpital. Le vieillard m'indique l'embranchement d'un chemin balisé à l'entrée de Nuit-sur-Lyre, qui rejoint le GR 7. Il dit que je n'ai qu'à suivre le GR jusqu'à la montagne, où il rencontre le GR 10, qui va jusqu'à la mer. Mes mains sont bandées. De mes bras sortent des tuyaux dans lesquels s'écoulent des liquides de différentes couleurs. Une machine reproduit les battements de mon cœur. J'entends une voix d'homme. « Est-ce que vous me voyez? Quelle est la couleur de mes yeux ?» Je marche 22 jours. Je m'arrête au croisement des deux GR. J'ai peur d'emprunter la direction opposée à la mer. Je ne veux pas parler. À la visite, les médecins me demandent ce que j'ai dans la tête. Maman ne dit rien. Je prends les feutres et le bloc de papier qu'elle m'apporte. J'essaye de peindre son visage, mais ça ne marche pas. Peut-être à cause des feutres. Le médecin me demande ce qui signifie le dessin. Je ne réponds rien. Je ferme les yeux. J'attends que quelqu'un passe. 2 femmes débouchent du chemin. Leurs sacs à dos sont neufs. Quand je les aborde, je vois que l'une serre quelque chose dans la main droite.
Je n'ai plus mal aux pieds depuis que je marche sur des sentiers. Je suis les balises. La nuit, j'accroche le hamac entre deux arbres, le plus haut possible. Au-dessus, je tends un fil sur lequel je pose la bâche en plastique pour me protéger de la pluie. Je dis aux deux filles que je ne leur veux pas de mal, que je cherche le chemin de la mer. « Laquelle ?» demande la plus grande des deux, brune, avec des lunettes noires. La seconde est rousse, plutôt petite, avec des ongles peints en noir et des yeux verts qui bougent tout le temps. « Laquelle des deux ?» répète la brune. Je dis que je ne sais pas. Elle soupire. La deuxième, pouf. « Vous savez tout de même qu'il n'y a pas qu'une seule mer dans ce pays, » dit la brune. Je ne réponds rien. « Par là, c'est la Méditerranée, » dit la brune en désignant du pouce l'endroit d'où elles viennent. « Par là, c'est l'Atlantique, » dit la rousse en désignant l'autre côté. Je demande laquelle est la mieux. Elle rit. La rousse demande si j'ai envie de vagues. La brune dit que pour les vagues, c'est l'océan. « Comme nous, » dit la rousse. « Nous allons d'une mer à l'autre, » dit la brune. « On a fait un pari, » dit la rousse. Je dis qu'il faut que je réfléchisse. Elles repartent. 1 heure plus tard, je prends moi aussi la direction de l'océan. Barnet dit que je dois voir des choses qui me font peur. Je dis que non. Je ne vois pas. Je demande aux gendarmes pourquoi on met des bébés en prison. Leurs mères savent bien pourquoi, dit l'un d'eux. Maman dit qu'il y a quantité d'innocents en prison, que je la rends folle avec mes questions, qu'il me faut suivre les conseils du docteur Barnet. Je lui dis que c'est Barnet qui veut que je lui pose ces questions. Ton Barnet ne sait rien des soucis d'une mère, dit-elle. Un matin, je ne rencontre plus de balises. La forêt est très dense à cet endroit. Je tourne en rond en croyant marcher droit. J'arrive devant un arbre couché en travers du chemin. Je reconnais l'arbre. C'est la 2e fois que je l'enjambe. Je décide de marcher dans la direction de mon ombre. Je veux sortir de la forêt. Le soleil se couche. J'accroche le hamac. Le soleil se lève. Je marche au hasard. J'entends un bruit de moteur. Je rejoins la route. J'attends qu'une voiture passe. Je lève le pouce. Elle ne s'arrête pas. Je recommence à marcher. Un tracteur débouche d'un chemin forestier. Le conducteur me dit que le GR traverse la route à moins d'1 kilomètre, dans la direction opposée à la mienne. Je reviens sur mes pas. J'aperçois une balise. Je prends le sentier dans la direction que je pense être la bonne. Pour la 3e fois, je me retrouve devant l'arbre abattu. J'inspecte le tronc. Il y a une flèche peinte, cachée par les buissons. La flèche indique un changement de direction. Mais l'arbre est par terre. La flèche ne veut plus rien dire. Je cherche d'autres balises. De nombreux arbres sont couchés. Je monte sur le tronc.
Je marche vers la cime, parmi les branches. Sur le linot blanc, il y a du rouge. Le blanc est plus vivant que le rouge. Les yeux peints sont blancs. Le visage est rouge. Des yeux vivants dans un visage mort. Mais ça ne marche pas. Après, ce n'est plus qu'une tache. Indélébile, dit maman quand elle la frotte. Indélébile. Le sentier monte vers un col. Un panneau l'indique à 4 heures de marche. Je marche vite. D'abord, on croit que ce n'est rien, mais la montagne fait comme un mur. Je ralentis. Je me force à respirer. Le pas se rythme quand on respire. On avance pas à pas. Moins on va vite, plus on pense mieux. Mais je ne sais pas quoi penser. L'arbre est immense. Je pousse ma figure dans les feuilles. Mes mains cherchent des branches. Je pense à l'arbre avant qu'on l'abatte. Je m'imagine en écureuil, à la verticale. Le feuillage fait un tunnel. Le tronc rétrécit, il se partage. Les branches commencent à fléchir sous mon poids. Le sol est à plusieurs mètres en dessous. Je pense que le GR passe par là. J'avance vers le faîte de l'arbre. Le sac se coince entre 2 branches. Je tire dessus sans parvenir à le dégager. Quand je tire de nouveau, l'arbre bascule dans le ravin. Je me cramponne à une branche. Il y a une pause. J'essaye de bouger. La tête en bas. L'arbre recommence à rouler. Les branches me cinglent. La terre me saute au visage. Je vole sur le dos. Je crie. Tout s'arrête d'un coup. Le silence se fait dans la forêt. Je suis coincé parmi les branches, le visage tourné vers le ciel. Un oiseau recommence à chanter. Je fais glisser le sac. Le sol est proche. Je saute. Je remonte la pente au milieu des fougères. Le sentier est là. Barnet dit que je mélange tout. Je dis, tandis que vous, c'est le contraire. Vous avez la manie du rangement. Barnet rit. Il dit qu'il essaye simplement de mettre chaque chose à sa place. Je dis, est-ce qu'un bébé est à sa place dans une prison? Barnet ne veut pas essayer de peindre pour me comprendre. Barnet ne marche pas non plus. Quand Barnet me regarde, je me sens fou. La balançoire des voisins monte très haut sous le ciel sale. Debout dessus la planche, je donne de l'élan en pliant des genoux. Les branches du tilleul me lèchent les pieds. Terriblement besoin de l'autorité d'un père, dit maman. Mais garçon, dit la voisine. La balançoire grince. Maman gratte son genou. La voisine me regarde. Quand je balance de l'autre côté,
Je peux voir leurs yeux sous le feuillage. Tu vas tomber, dit maman. Je sais y faire. Arrête ça tout de suite, dit maman. Je vais m'envoler. Rentrons, dit maman à la voisine. Il s'en lassera tout seul. Dans le tilleul, le chat me regarde en roulant des calots. Maman n'est plus là. Je pense, est-ce que je vis encore quand maman ne me regarde plus vivre? Je pousse très fort des genoux dans le ciel. Je pense, est-ce que je vis à cause du chat? La tente des deux filles est installée en haut du col, sur une plateforme herbeuse, à l'abri des rochers. La brune me voit la première. Elle tient une casserole d'eau sur un réchaud à gaz. Elle dit « Finalement, c'est l'océan ». Je dis que oui, à cause des vagues. La rousse sort de la tente à quatre pattes. « On a de la visite », dit la brune. « Salut », dit la rousse. « Tu manges avec nous ?» La brune tourne brusquement la tête vers elle. Je dis que je ne veux pas les déranger. La rousse pouffe. La brune pose la casserole sur l'herbe. Elle va sous la tente. La rousse remet l'eau à chauffer. Je répète que je ne veux pas les déranger. « Ne t'inquiète pas pour ça, dit la rousse. Elle me demande d'où je viens. Je dis que je marche depuis 25 jours. Elle dit que j'ai la santé. Je dis que je ne sais pas. La brune ressort de la tente avec un paquet de pâtes. Je dis que je n'ai pas grand-chose. 4 pommes, du pain, un reste de fromage. On a ce qu'il faut, dit la rousse. Comment t'appelles-tu ? Demande la brune. Jésus-Marie-Joseph. Mignon comme tout, dit la rousse. La brune la regarde encore une fois. Elles éclatent de rire. Ok, dit la brune. Ok. Quand le train part, le gendarme m'enlève les menottes. Il dit « Pas de bêtises, hein, Joseph ? Je dis que je ne m'appelle pas Joseph. » Nous sommes seuls dans le compartiment. Il déplie son journal. Je regarde les bois par la fenêtre. Je me revois les traverser dans l'autre sens. 6 heures de train font 45 jours de marche. Mais ça ne compte pas. Avec la marche, le temps s'additionne. Avec le train, il se soustrait. 1 heure de train ne fait pas le même temps qu'1 heure de marche. Comme pour la peinture. 1 centimètre carré de front ne fait pas la même surface qu'1 centimètre carré d'œil. J'essaye de peindre le visage de maman avec des yeux plus grands que la bouche, mais ça ne marche pas. Maman ne me mange pas des yeux. Elle m'avale avec ses mots. Les mots ne sortent pas de sa bouche. Ils y rentrent. Ils m'entraînent avec eux. Les yeux de maman ne sont pas des trous. Aucune image ne les pénètre. Ce sont des cailloux. Maman ne me regarde pas.
Elle me jette ses yeux pour me faire mal. Je le vois bien quand je les peins. Comment peindre un œil si c'est un caillou? Les deux filles mangent leurs pâtes dans des assiettes en aluminium, moi dans la casserole. Je regarde la montagne. La brune regarde la rousse. La rousse me regarde. Je nettoie la casserole avec de la terre. La rousse fait du feu. La nuit ne tombe pas. Les deux filles parlent du temps. Je dis que j'ai la passion de la marche. Il n'y a plus de bois. L'air est immobile. La rousse va prendre son duvet. Elle le met sur ses épaules. La brune fume une cigarette. La rousse va derrière les rochers. Je vais me coucher, dit la brune. Elle s'enferme dans la tente. La rousse revient s'asseoir. Elle s'accroupit devant moi. Je regarde mes mains. Elle les prend dans les siennes. Elle dit qu'elles sont chaudes. Je peux seulement voir ses yeux. Elle s'assied contre moi. Elle met une moitié de son duvet sur mes épaules. Elle demande si je n'ai pas froid. Sa main glisse sous mon t-shirt. Je regarde la nuit. Ça va, demande-t-elle. À quoi tu penses? Je dis que j'ai la passion de peindre. Elle dit que c'est formidable. Je dis que je veux peindre le visage de maman avec des yeux, mais que ça ne marche pas. Je vois, dit-elle. Nous ne bougeons pas. Je sens sa main contre mon ventre. Je regarde ses yeux. Ils viennent contre les miens. Je sens la chaleur sur mes lèvres. Je me recule. Elle pouffe. Elle met son autre main derrière ma tête. Elle me tire vers elle. Elle glisse sa langue entre mes dents. Ma langue touche la sienne. Je recule la tête. Mon dos touche l'herbe. Elle s'allonge sur moi. Elle frotte sa langue contre la mienne. Elle prend ma main. Elle la glisse sous son pull. Ses muscles bougent. Elle me dit de la caresser. Ma main remonte le long de son dos. Elle se redresse. Elle passe une jambe de l'autre côté. Elle s'assied sur moi. Elle retire son pull. La lune est derrière sa tête. Je ne peux pas la voir. Elle prend mes deux mains. Elle les pose sur sa poitrine. Le gendarme dort. Son journal est posé sur la banquette. Une photo montre un groupe de femmes à la plage. Elles ne portent pas de vêtements. Leurs seins flottent dans l'air, au-dessus des vagues. Je ne connais pas l'océan. À 20 kilomètres de la côte, j'arrive dans un village. À l'épicerie, un gendarme parle avec la femme. Je demande un œuf. Le gendarme me regarde. Je prends une boîte de fromage en portions. Le gendarme sort. Il m'attend dehors avec deux autres. Il fouille mon sac. Il palpe mes vêtements. Ses seins pèsent dans mes mains. Il s'enfonce contre mes doigts. Elle met ses mains sur les miennes. Elle les appuie contre ses seins. Ses jambes me serrent. Elle déboutonne mon pantalon. Elle le tire vers le bas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais maman, si. Quand il est dur, elle se lève. Elle ôte mon pantalon. Je ne bouge pas. Elle s'assied sur mon ventre. Tu ne l'as jamais fait, dit-elle. Ce n'est pas une question. Je dis que je ne sais pas. Elle pouffe. Sa langue revient dans ma bouche. Barnet dit que nous ne parlons pas la même langue. Je dis que la langue n'est qu'un muscle. Il dit que ce muscle nous sert à parler, que nous n'avons que les mots pour nous comprendre. Je pense que les mots « visage de maman » ne font pas le visage de maman. Puisque je sais dire les mots, mais que je ne sais pas peindre ses yeux, je dis à Barnet que les mots sont inutiles pour celui qui a la passion de peindre. Il dit que j'en use pourtant à longueur de journée. Je dis que c'est peut-être pour ça. Pour ça quoi? Demande-t-il. Elle le prend entre ses doigts, elle se le met dedans, elle pose ses mains contre ses fesses, elle se met à bouger, je ne sais pas ce que c'est. Elle met la main en bas de son ventre, là où elle le rentre. Je sens sa main qui bouge, je regarde ses yeux, sa tête part en arrière, en bas, sa main bouge plus vite. Elle souffle par la bouche, je regarde la nuit. La lune éclaire ses seins, il flotte dans l'air au-dessus de moi. Je pense à l'océan, je ne sais pas ce que c'est. Je suis dedans, nous sommes dehors le faire. Je ne trouve pas de mots. Brusquement, je le trouve.
Il ne me sort pas par la bouche, il part en bas. J'essaye de le retenir, mais il s'en va quand même. Maman le prend entre ses doigts, elle le gronde, pas l'enfant, seulement lui, parce qu'il mouille les draps, qu'il ne m'obéit pas. Elle lui dit que s'il continue, Jésus-Marie-Joseph le jettera, qu'il est méchant, que Jésus-Marie-Joseph est un bon garçon, mais que lui, non. Je le gronde aussi. Je lui dis que je le jetterai à la poubelle. Maman dit que les éboueurs le brûleront, que s'il ne veut pas que les éboueurs le brûlent, il n'a qu'à se faire oublier, qu'il ne cause que des soucis. Ses fesses ne bougent presque plus. Sa main en va plus vite encore, plus vite qu'une main, comme une machine. Son autre main prend mon index, elle le porte jusqu'à sa bouche. Ses lèvres l'aspirent, sa salive le mouille, sa main le descend jusqu'entre ses fesses, elle s'assied dessus, elle pousse un cri. Sa main en bas s'arrête, elle saisit mon autre main, elle la pose sur sa poitrine, elle se plie en deux. Sa tête contre mon épaule, elle se redresse, elle se plie de nouveau. Ses fesses remuent tout autour de mon toit. Elle pousse des petits cris entre ses dents, ses jambes se raidissent. Elle tape sur l'herbe avec le poing, ses cheveux me recouvrent le visage. Elle dit quelque chose que je ne comprends pas, je retire mon doigt. Elle griffe mon bras, je frotte mon doigt contre l'herbe. Elle roule sur le côté, je l'entends qui respire. Il fait froid. Le gendarme ronfle. Je ferme les yeux. Je rêve d'une femme qui le fait avec un homme. Il y a du vent. Elle me parle tout en le faisant. Le vent emporte ses paroles. Ses seins flottent dans l'air au-dessus de l'homme. Le vent souffle de plus en plus fort. Elle n'a pas de visage. Mais l'homme, si, il me regarde. C'est le visage de Barnet. Mais ce n'est pas Barnet. Je ne connais pas son nom. Le vent me réveille. Le gendarme est debout. Il ouvre la fenêtre. Il dit que nous arrivons. Je dis que j'ai froid. Elle s'assied à côté de moi. Elle secoue la tête. Elle défait la fermeture éclair du duvet pour nous faire une grande couverture. Elle demande à quoi je pense. Je dis que je ne sais pas. Elle regarde le ciel. Elle dit que c'est la première fois qu'elle le fait avec un homme qui le fait pour la première fois. De ne pas m'inquiéter, que c'est comme pour elle, qu'on n'aime pas toujours le faire la première fois, mais qu'on y prend goût. Elle bouffe. Elle se tourne vers moi. Elle promène sa main sur mon visage. Elle me demande mon âge. Quand je le lui dis, elle murmure « C'est dingo ». Je lui demande pourquoi. Elle ne répond pas. Elle vient contre ma peau. Je sens sa poitrine, ses cuisses. Elle fait glisser sa main le long de mon ventre comme un pinceau. J'essaye de peindre avec les doigts, mais ça ne marche pas. Surtout les yeux. Maman dit que je peins comme un enfant. Je lui dis que je veux savoir. Savoir quoi, dit-elle. Je dis qu'elle le sait bien. Si je le sais, tu le sais également, dit-elle. Je dis que c'est impossible. Qu'est-ce que tu en sais, dit-elle. Alors je lui raconte. Elle se met à pleurer. Elle me demande avec qui. Je dis avec une fille. Elle me demande quand. Je dis la nuit, dans la montagne. Alors elle me dit tout. Je m'en vais au milieu de la nuit. La rousse dort dehors dans le duvet. Je prends le sentier qui descend du col. Je suis les balises en direction d'un autre col. Je l'atteins en 3 heures. Le jour se lève. J'ai faim, mais je n'arrête pas. Je ne veux pas que les filles me rattrapent. Plus tard, je dépasse un groupe qui fait une halte. Des filles ont les seins nus.
Il flotte dans l'air, au-dessus des rochers. Un homme me salue. Je demande à combien de jours de marche est l'océan. Il y a des rires. L'homme regarde un livre. Il additionne des heures. Il dit qu'il ne sait pas, peut-être 15, peut-être 20 jours. Les filles me regardent comme si elles savaient. Je ne veux pas les voir. Je ne sais pas ce qu'elles savent. Le gendarme attache une menotte à ma main droite. Il passe l'autre à son poignet gauche. Nous traversons la gare avec nos deux mains attachées qui balancent ensemble. Les gens se retournent sur notre passage. Je croise le regard d'une fille qui paraît dire quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. D'autres gendarmes nous attendent devant la gare. Ils ne me regardent pas. Celui qui m'accompagne dit qu'il n'y a rien à signaler. Il me ramène à l'hôpital. Maman est dans le bureau. Je ne la regarde pas. Je regarde la photo de l'aveugle sur l'étagère de Barnet. Barnet dit que je suis bronzé. Maman dit que je suis maigre. Elle se mouche. Je la regarde. Ses yeux sont rouges. Il ne regarde rien. Il serait temps que vous parliez un peu, tous les deux, dit Barnet. Si vous alliez marcher dans le parc, qu'en pensez-vous, Joseph? Je dis que je ne m'appelle pas Joseph. Monsieur Gouffre, dit Barnet. Jésus, Marie, Joseph. Mettons, dit Barnet. Alors? Je dis que je ne sais pas. Regardez votre mère, dit Barnet. Maman regarde Barnet avec ses yeux rouges. À votre avis, demande Barnet, qu'est-ce qui l'a fait pleurer? Je dis que c'est ma passion de la marche. Je ne pense pas, dit Barnet. Je ne pense pas non plus. Elle sort avec moi dans le parc. Elle parle très bas, en regardant devant elle, sans rien voir. Elle se tourne vers moi. Ses yeux ne ressemblent pas à ses yeux. Ils brillent. Sa mâchoire se contracte. Elle serre les poings. Je dis, la prison, c'est pour ça. Racolage sur la voie publique, répond-elle. Elle pouffe. Sa bouche se plisse. Elle se mouche. Je lui demande pendant combien de temps. 11 ans, dit-elle. Je lui demande avec combien d'hommes. Elle me regarde sans rien dire. Je répète, combien? Elle veut se lever du banc où nous sommes assis. Je la rassois de force. Elle dit que je lui fais mal. Je lui dis qu'un vieillard attend quelque part, que je fasse le tour de la terre pour me revoir, que j'ai un souvenir de lui. Tu veux voir ce que c'est? Lâche-moi, dit maman. Elle tire sur son bras. Je resserre ma prise contre ma cheville, dans ma chaussette droite. Je sens le couteau, cadeau du vieillard.